Le centre de la Voie lactée est une scène où se donne la réplique un rayonnement intense, une forte gravité et de nombreux mystères. Un endroit où les forces de la nature sont poussées à leurs limites. Mais que se passerait-il si notre propre planète se retrouvait dans ce théâtre cosmique ? Que se produirait-il si la Terre parvenait d'une manière ou d'une autre à y survivre ? Commençons ce voyage au cœur de notre galaxie pour le découvrir. Imagine ceci. Tu flottes dans l'espace entouré de milliards et de milliards d'étoiles. Soudain, tu aperçois au loin une masse brillante et tourbillonnante de gaz et de poussière. Il s'agit, mon ami, de la Voie lactée, autrement dit, notre maison dans les vastes étendues de l'univers. On estime que la Voie lactée contient plus de 100 milliards d'étoiles et qu'elle s'étend sur environ 100 000 années-lumière. En d'autres termes, si on voyageait à la vitesse de la lumière, il faudrait 100 000 ans pour la traverser d'un bout à l'autre. Cela représente quelques milliers de milliards de kilomètres. Et il ne s'agit pas seulement d'un ensemble statique d'étoiles et de gaz, mais d'un système dynamique en constante évolution. En fait, la Voie lactée se déplace actuellement dans l'espace à une vitesse d'environ 2,1 millions de kilomètres à l'heure. L'un des aspects les plus fascinants de notre galaxie est sa forme. La Voie lactée est une galaxie spirale, ce qui signifie qu'elle ressemble à un disque avec un bulbe central et des bras spiraux. Les bras spiraux sont les zones où naissent les nouvelles étoiles. C'est là que se concentre le plus d'étoiles, de gaz et de poussière, et que se trouve le système solaire. Notre système est comme une minuscule tache dans la grande tapisserie cosmique de la Voie lactée. Il se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre de la galaxie, une distance plutôt importante, n'est-ce pas ? Le système solaire se déplace également dans la Voie lactée en orbite autour du centre de la galaxie. Il lui faut approximativement 230 millions d'années pour effectuer une orbite complète autour de la galaxie. Imagine un peu, depuis l'époque des dinosaures, nous n'avons parcouru qu'un quart de ce chemin. La position du système solaire dans la galaxie a de nombreuses répercussions sur notre vie. Par exemple, la quantité de radiation et de rayons cosmiques à laquelle nous sommes exposés, et même la probabilité d'impact d'astéroïdes, etc. De plus, grâce à notre emplacement, nous pouvons jouir de vues étonnantes de l'univers qui nous entoure. Depuis notre point d'observation dans la Voie lactée, nous pouvons observer d'autres galaxies, des nébuleuses et des amas d'étoiles dans des détails à couper le souffle. Nous évoluons aussi dans un voisinage très actif, avec de nombreuses autres étoiles et planètes à proximité. Nous avons donc de la chance. Mais que se passerait-il si nous n'avions pas ces opportunités ? Et si la Terre était située au centre de la Voie lactée ? Le centre de la Voie lactée abrite une région de l'espace appelée bulbe central. Elle est remplie d'étoiles. C'est comme une boule disco, mais au lieu de miroirs brillants, elle est recouverte d'étoiles. Seulement, cette boule disco est vraiment énorme. Elle a un diamètre d'environ 10 000 années-lumière. Le centre de la Voie lactée abrite également des environnements extrêmes qui feraient frémir même le plus courageux des astronautes. Les particules à haute énergie et les champs magnétiques intenses peuvent faire des ravages sur les appareils électroniques et les engins spatiaux. Les champs de radiation intenses peuvent griller tout ce qui se trouve sur leur passage. Ce n'est donc pas vraiment un endroit propice à la vie telle que nous la connaissons. Si la Terre était située près du centre de la Voie lactée, elle serait très différente. Examinons quelques-uns des effets potentiels. Tout d'abord, les radiations. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le centre de la Voie lactée est l'une des régions les plus irradiées de la galaxie. Cela rendrait la vie sur Terre très difficile, voire impossible. Certes, nous disposons du champ magnétique terrestre. C'est une sorte de bouclier géant qui nous protège des rayonnements nocifs provenant de l'espace extra-atmosphérique. Mais pourrait-il nous sauver si nous étions situés au centre de la Voie lactée ? Malheureusement, la réponse est non. C'est un peu comme essayer d'utiliser un minuscule parapluie pour s'abriter d'une énorme tempête. La galaxie gagnerait donc facilement. Mais le tableau n'est pas si noir. Certains organismes courageux sont capables de s'adapter à des niveaux élevés de radiation. Nous avons vu que la vie sur Terre a évolué pour survivre partout, des profondeurs de l'océan aux pôles glacés de la planète.
Imaginons donc ce qui se passerait si nous devions, d'une manière ou d'une autre, évoluer pour survivre dans ces conditions difficiles. Imaginons des humains dotés d'une peau dure et écailleuse qui les protège des radiations et des plantes dotées de structures uniques qui leur permettent de prospérer dans cet environnement lumineux. Mais même ainsi, les rayonnements pourraient avoir des effets très effrayants sur l'être humain. Par exemple, elles pourraient endommager les molécules d'ADN et provoquer des mutations. Imagine un monde où les plantes auraient 5 feuilles au lieu de 4, où les animaux auraient un pelage étrangement coloré, où les gens auraient des yeux d'une couleur inhabituelle, ou d'autres caractéristiques originales. Et ce ne sont là que quelques-uns des meilleurs exemples. Ne parlons même pas des plus moches. En outre, elles pourraient nous faire subir des changements métaboliques. Notre corps pourrait traiter la nourriture et d'autres ressources plus rapidement, ce qui pourrait entraîner des taux de croissance plus rapides et des tailles plus importantes. Les plantes pourraient devenir grandes et larges et les animaux seraient beaucoup plus imposants que la normale. Il existe également sur Terre des organismes capables de produire de la bioluminescence. Grâce à des niveaux élevés de rayonnement, ils pourraient briller encore plus que d'habitude. Imagine que tu te promènes dans une forêt la nuit et que tu vois les arbres, les champignons et même les insectes briller d'une étrange lumière bleue ou verte. À la fois effrayant et surprenant, n'est-ce pas ? Mais passons au prochain grand changement, la gravité. Au centre de la Voie lactée, la gravité est incroyablement forte. Tout cela grâce à un trou noir supermassif, dont la masse est environ 4 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Ce trou noir s'appelle Sagittarius A. Et oui, c'est notre voisin maintenant. Génial! Et en supposant que nous ne soyons pas avalés par ce trou noir ou écrasés par cette gravité incroyablement forte, cela pourrait tout de même déclencher de nombreux tremblements de terre et éruptions volcaniques. Ce trou noir serait comme un tyran gravitationnel, tirant et arrachant tout ce qui se trouve sur son chemin. En fait, si nous survivions à ce trou noir, nous participerions tous les jours à une sorte de compétition de surf grandiose. Il suffit d'ajouter un peu de frisson en risquant sa vie. Et oublions l'idée de fuir la planète. Ce ne serait plus du tout aussi simple de lancer des fusées. Oh, et les objets physiques ne seraient pas les seuls à être affectés par la gravité. Le temps s'écoulerait très différemment pour nous. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, le temps s'écoule plus lentement dans les zones de forte gravité. En d'autres termes, les terriens vieilliraient moins vite qu'une personne située loin du centre de notre galaxie. Par ailleurs, le centre de la Voie lactée est un endroit très animé. Des étoiles, des planètes et d'autres objets célestes s'y déplacent chaque jour à des vitesses incroyablement élevées. Les positions des étoiles et des autres objets changent constamment. En d'autres termes, il faut dire adieu à la navigation normale. Les systèmes GPS ne seraient probablement pas fiables en raison de l'intensité des forces gravitationnelles et des radiations. Si tu te perds accidentellement dans une forêt phosphorescente avec des animaux effrayants, bonne chance. Mais il n'y a pas que du négatif. Le centre abrite également des nuages moléculaires. Ce sont des régions de l'espace où naissent les nouvelles étoiles. Et la Voie lactée, en général, offre des paysages étonnants. Par exemple, des nébuleuses étonnantes comme la nébuleuse d'Orion et la nébuleuse de l'Aigle, qui sont visibles avec des télescopes ou même simplement avec une bonne paire de jumelles. Si la Terre était située au centre de la Voie lactée, nous serions aux premières loges pour assister à certains des événements cosmiques les plus spectaculaires. Ne serait-ce pas génial ? En résumé, si la Terre était située au centre de la Voie lactée, elle serait très différente. Bien sûr, nous savons tous que notre planète n'aurait pas survécu à un tel changement. Mais il est tout de même intéressant d'imaginer comment notre vie se déroulerait si nous y étions. Et à en juger par ce dont nous venons de parler, ce ne serait pas beau à voir. Alors, chérissons et apprécions notre paisible petit système solaire. Mercure est la planète qui est généralement la plus proche de la Terre. Cela te surprend ? Vénus est certainement plus proche de nous que Mercure. Elle peut être aussi proche que 40 millions de kilomètres. Après tout, Vénus est la deuxième planète en partant du Soleil et la Terre est la troisième. Même Mars est plus proche de la Terre que Mercure. La planète rouge peut s'approcher de nous à 56 millions de kilomètres, comme elle le fera d'ailleurs en 2287, si jamais tu comptes l'attendre. La distance moyenne entre la Terre et Mercure est quant à elle de 77 millions de kilomètres. Mais Mercure reste habituellement la planète la plus proche de la Terre,
parce que Vénus est quelque part de l'autre côté du Soleil pendant 112 jours, et que Mars est très éloigné dans son orbite super-elliptique pendant une durée de presque 2 ans. Il reste donc Mercure qui passe entre la Terre et le Soleil tous les 44 jours, et qui est donc habituellement plus proche de la Terre que Vénus ou Mars. Pourtant, 22 vaisseaux spatiaux ont réussi à se rendre sur Vénus, plus de 30 se sont rendus sur Mars, mais seulement 2 sont allés sur Mercure. Alors, qu'est-ce qui rend le trajet si difficile ? Eh bien, cela est lié au Soleil. Mercure n'est pas seulement la planète qui est habituellement la plus proche de la Terre, c'est aussi la planète qui est toujours la plus proche du Soleil, à 46 millions de kilomètres pour être précis. Et aussi proche du Soleil engendre quelques obstacles de navigation, et c'est peu dire. Tout vaisseau spatial se dirigeant vers Mercure est accéléré par l'énorme attraction gravitationnelle du Soleil. Le vaisseau spatial se déplacera trop vite pour se mettre en orbite autour de Mercure. C'est pourquoi le premier vaisseau spatial qui s'est rendu sur Mercure, le vaisseau américain Mariner 10, a simplement survolé Mercure 3 fois, mais n'a pas essayé de se mettre en orbite autour. Le seul autre vaisseau à s'être rendu sur Mercure, le vaisseau spatial américain Messenger, a mis 6 ans et demi pour y arriver. Messenger s'est mis en orbite pendant 4 ans avant de tomber à court de carburant et de s'écraser sur la surface de Mercure le 20 avril 2015. De nombreux vaisseaux spatiaux ont volé vers Jupiter en à peu près le même temps ou moins qu'il a fallu à Messenger pour aller sur Mercure. Le problème est la décélération du vaisseau spatial. Tout simplement, il faut trop de réserves de carburant à bord pour allumer les moteurs dans le sens inverse et freiner le vaisseau contre l'énorme gravité du Soleil. Ralentir suffisamment pour se mettre en orbite autour de Mercure n'est pas envisageable avec l'énergie de la fusée. Il fallait trouver un autre moyen de ralentir Messenger, un moyen qui n'utilise pas beaucoup, voire pas du tout, de carburant. Messenger pesait environ 1100 kg et était chargé de 9 pièces d'équipement scientifique de pointe. 55% du poids total, soit environ 600 kg, était du carburant. Ce carburant ne serait pas utilisé pour ralentir le vaisseau, mais pour 5 brûlages de moteurs associés aux assistances gravitationnelles, ainsi que pour les ajustements orbitaux une fois que Messenger serait arrivé sur Mercure. Les assistances gravitationnelles utilisent la gravité d'une planète et sa vitesse orbitale pour accélérer ou ralentir un vaisseau. Si le vaisseau s'approche d'une planète avec un angle de déplacement vers l'avant, c'est-à-dire un angle dans le sens où la planète tourne autour du Soleil, alors la gravité de la planète et la vitesse orbitale de la planète donnent au vaisseau spatial un coup de pouce, augmentant considérablement la vitesse du vaisseau et l'envoyant dans une autre direction. Cette augmentation de vitesse peut être renforcée si le vaisseau spatial allume ses moteurs de fusée au bon moment. Par exemple, les 2 sondes américaines Voyager ont utilisé les gravités massives de Jupiter pour les propulser vers les planètes géantes gazeuses extérieures et finalement hors du système solaire. Les assistances gravitationnelles peuvent aussi être utilisées pour ralentir un vaisseau spatial, comme dans le cas de Messenger. En entrant dans la trajectoire orbitale d'une planète face à celle-ci, la gravité de la planète tire sur le vaisseau spatial et le ralentit. Une combustion du moteur est nécessaire à ce moment-là pour échapper à la trajectoire orbitale de la planète. Messenger a effectué un survol assisté par gravité de la Terre, 2 survols assistés par gravité de Vénus et 3 survols assistés par gravité de Mercure. Ce n'est qu'ensuite qu'il a été suffisamment ralenti pour entrer en orbite autour de Mercure. La sonde a parcouru la distance stupéfiante de 8 milliards de kilomètres pour atteindre Mercure depuis la Terre. C'est plus loin que Pluton à son point le plus éloigné de la Terre. Le nom Messenger est un acronyme presque aussi astucieux que sa trajectoire complexe vers Mercure. Comme Mercure est la planète qui se déplace le plus rapidement, les Grecs anciens ont désigné Mercure comme le messager de l'Olympe. Déjà à l'époque, les nouvelles voyageaient vite. Messenger est l'abréviation de Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging, ce qui signifie surface de Mercure, environnement spatial, géochimie et télémétrie. La bonne nouvelle, c'est qu'une autre mission vers Mercure est en cours en ce moment. Il s'agit d'une mission spatiale combinée entre ESA et JAXA, qui amène 2 satellites en orbite vers Mercure. La mission n'utilise pas d'acronyme pour son vaisseau spatial, qui porte le joli nom de Bepi Colombo.
Le docteur Giuseppe Colombo, dont l'engin spatial porte le nom, est un mathématicien italien et professeur de mécanique appliquée. Il a travaillé avec la NASA sur la mission Mariner 10 vers Mercure. Bepi est le surnom d'enfance de Giuseppe par lequel tout le monde l'appelait. La NASA s'était contentée d'un seul survol de Mercure, le tout premier. Mais le professeur Bepi a calculé qu'avec un léger ajustement de la trajectoire de vol pour permettre une assistance gravitationnelle à Vénus, Mariner 10 pourrait survoler Mercure encore et encore sur différentes orbites autour du Soleil. Grâce à Bepi, la NASA a obtenu 3 survols de Mercure pour le prix d'un. Le vaisseau Bepi Colombo doit effectuer 9 survols assistés par gravité. 1 autour de la Terre, 2 autour de Vénus et 6 autour de Mercure. Chaque décélération planétaire ralentira Bepi Colombo par rapport à la vitesse à laquelle Mercure se déplace autour du Soleil. Cela permettra une insertion orbitale. Sinon, Bepi Colombo se dirigerait tout droit vers le Soleil. Une fois en orbite autour de Mercure, le module de transfert de Mercure de Bepi Colombo, ou MTM en abrégé, libérera 2 satellites. Un européen, le MPO, Mercury Planetary Orbiter, et un japonais, le MIO, Mercury Magnetospheric Orbiter. Tous deux devraient être en orbite autour de Mercure pendant 1 an. Au total, le MCS, Mercury Composite Spacecraft, comprend le MPO, le MIO, le MTM et le MOSIF, Magnetospheric Orbiter Sunshield and Interface Structure, qui protège le vaisseau spatial du Soleil et abrite l'électronique de MIO. Cette soupe alphabétique de composants de mission met en évidence l'autre raison pour laquelle il est difficile de se rendre sur Mercure. Après 6 ralentissements d'assistance gravitationnelle, 6 brûlages de moteurs, 18 orbites autour du Soleil, 6 ans et demi de voyage et 8 milliards de kilomètres parcourus, il faut apporter tout un jeu d'équipements sur mesure. C'est comme ce pique-nique en montagne que tu aimerais faire. Tu ne peux pas simplement y aller en voiture. Tu dois faire une longue randonnée sur un sentier de montagne escarpé et apporter de l'insecticide, de la crème solaire, une casquette, sans oublier le déjeuner et les boissons. Bepi Colombo a tout emporté, y compris le pique-nique. Non, pas vraiment. La conception est incroyablement complexe. Rien ne peut faire face au soleil, pas même les panneaux solaires. Ils doivent rester tournés presque à angle droit par rapport au soleil, sinon la chaleur et le flux de particules vont corroder les cellules solaires et sans électricité, il n'y a plus rien. Par conséquent, à angle droit par rapport au soleil, les panneaux solaires doivent être très longs, comme s'il n'y avait qu'un tout petit peu de soleil. Les panneaux solaires de Bepi font 15 mètres de long. L'écran solaire doit rester aligné de façon gyroscopique vers le soleil pour que tous les instruments soient toujours à l'ombre, mais aient toujours une ligne de vue sur ce que chacun est censé surveiller. Et il y a beaucoup d'instruments, 5 dans l'orbiteur de la JAXA et 11 dans celui de l'ESA. Les objectifs scientifiques sont d'ajouter à ce que nous avons appris lors des 2 précédentes missions vers Mercure. Les données recueillies par Bepi Colombo permettront aux scientifiques d'étudier l'intérieur et la composition de la planète, ainsi que la géologie et la morphologie de la surface de Mercure, la formation et l'histoire de l'évolution de son champ magnétique, les interactions de la planète avec le vent solaire et son environnement général. En tant que planète riche en métaux, Mercure pourrait abriter une grande richesse en minéraux, que Messenger n'a pas réussi à détecter. Bepi Colombo a été lancé en octobre 2018 et encore un long chemin à parcourir avant de se mettre en orbite autour de Mercure. Cependant, Bepi a déjà survolé Mercure et renvoyé de nouvelles photographies. L'Agence spatiale européenne est ravie de sa première mission chaude. Toutes les missions précédentes de l'ESA ont été des missions froides vers des objets situés plus loin dans l'espace, comme Mars, la ceinture d'astéroïdes, des comètes et d'autres endroits éloignés dans le système solaire. Tout ce qu'on peut dire, c'est bonne chance à Bepi Colombo. Espérons que tout se passe bien lors de sa mission à 400 degrés Celsius vers Mercure. Espérons que la longue queue de gaz de l'exosphère de Mercure, faite de sodium, magnésium et potassium, soufflée de la surface de la planète par le vent solaire, n'embue pas les lentilles et ne recouvre pas les panneaux solaires. Elle est là, tu la vois enfin pour la première fois de ta vie. Un corps grisâtre, très loin dans le ciel, caché derrière les nuages, de la taille d'un quart d'une pleine lune. Elle ne restera pas longtemps. La dernière fois qu'elle était là, c'était il y a 33 ans. Et nous devrons attendre 33 ans de plus pour la revoir. Tellus, la mystérieuse planète sur laquelle l'humanité a encore tant à apprendre.
Pendant longtemps, la Terre était la seule planète voyageant tranquillement sur son orbite circulaire autour du centre de notre système solaire, le Soleil lui-même. Notre système solaire était un endroit globalement stable. Jupiter, Saturne, Mars et les autres planètes agissaient toutes de manière prévisible, toujours sur les mêmes orbites. Jusqu'à ce que récemment, quelque chose d'inattendu se produise. Une autre planète est entrée dans l'orbite de la Terre. Personne ne sait d'où elle vient exactement, puisque ce n'est pas l'une des 7 autres planètes de notre système solaire. Nous avions des appareils avancés qui suivaient les astéroïdes, les météorites et d'autres corps spatiaux, mais les scientifiques ont été terrifiés lorsqu'ils ont vu un corps aussi gros et rond arriver soudainement vers nous à grande vitesse. Ils ont d'abord pensé que c'était un énorme astéroïde et ont eu peur qu'il entre en collision avec la Terre. Il fallait se préparer au pire car il était trop tard pour dévier sa trajectoire. Mais lorsque l'énorme corps s'est rapproché à une distance de 150 millions de kilomètres, qui est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, il a soudainement changé de direction. Nous savons maintenant que c'est le plus près qu'il puisse se rapprocher de la Terre et qu'il a une taille similaire à celle de notre planète. Le corps en orbite doit répondre à 3 critères pour être qualifié de planète. Il doit être une sphère parfaite, tourner autour d'un Soleil et ne pas orbiter autour d'un autre corps, comme une autre planète par exemple. Il doit aussi avoir une orbite dégagée de toute protoplanète, planétésimale ou autre concurrent planétaire. Les scientifiques suivaient l'orbite de la nouvelle planète qu'ils ont ensuite baptisée Tellus, qui signifie Terre en latin. Lorsqu'elle est entrée dans l'orbite de notre Terre, c'est comme si quelque chose s'était produit avec leur force gravitationnelle. Si bien que ces 2 planètes ont créé une orbite complètement nouvelle en forme de fer à cheval. Avec une telle orbite, les planètes peuvent se trouver dans la même zone autour du Soleil. Cela signifie qu'elles ne se déplacent pas en cercle autour d'une étoile, mais que chacune d'entre elles suit le bord d'une sorte de piste en forme de fer à cheval, avec des croissants qui se font face, comme les 2 moitiés d'un anneau brisé. Par exemple, les 2 lunes de Saturne dansent autour de la planète sur une orbite stable en fer à cheval et croisent à environ 150 000 km de Saturne au-delà de ses anneaux principaux. Le plus près qu'elles puissent se retrouver l'une de l'autre est d'environ 15 000 km. Rien d'aussi mystérieux n'avait préoccupé les scientifiques depuis des années. Au début, c'était le chaos car nous ne savions pas comment les choses allaient tourner. Tout le monde a cessé d'aller à l'école, au travail, à l'université. Nous attendions tous des instructions sur ce qu'il fallait faire. Au début, les gens avaient très peur, mais plus tard, ils étaient très excités lorsqu'on a découvert que c'était une planète semblable à la Terre, ce qui signifie que nous pourrions avoir de nouveaux voisins. Les scientifiques pensent que Tellus partageait autrefois son orbite avec une autre planète inconnue dans un autre système solaire. Nous n'avons jamais eu 2 planètes partageant la même orbite, mais cela pourrait être possible dans d'autres systèmes solaires. Lorsque 2 planètes partagent une orbite et se rapprochent, l'une d'elles peut en éjecter une autre de son orbite, dans une direction inconnue, ou même être poussée vers le Soleil, car les forces gravitationnelles des 2 planètes interagissent. Si les 2 forces gravitationnelles s'attirent, les planètes peuvent commencer à se rapprocher l'une de l'autre et boum, collision. Ou bien elles peuvent réussir à partager leur orbite en formant une trajectoire semblable à celle d'un fer à cheval, comme cela s'est produit avec la Terre et Tellus. Ce n'est pas la première fois que cela arrive à la Terre. Il y a 4,5 milliards d'années, lorsque le système solaire n'existait que depuis quelques dizaines de millions d'années, un objet spatial aussi grand que Mars s'est dirigé vers notre planète et l'a percuté. Selon la théorie, la Terre a attiré les débris de cette planète dans son orbite et ces morceaux ont fini par former la Lune que nous connaissons aujourd'hui. La collision a probablement provoqué une résurgence sur la Terre. Les plus anciennes roches que nous avons trouvées sur notre planète sont encore plus jeunes que certains météorites que nous avons découverts. Uranus a probablement aussi subi une énorme collision. Il y a des milliards d'années, un objet spatial au moins 2 fois plus grand que la Terre s'est approché très près de la jeune géante gazeuse. Les 2 corps sont entrés en collision avec une force si puissante qu'elle a fait basculer Uranus sur le côté. Cette dernière a survécu, mais depuis, elle tourne sur le côté différemment de toutes les autres planètes de notre système solaire. Notre système solaire originel a été créé parce que la gravité a rassemblé un nuage de gaz et de poussière. C'était un endroit chaotique où les débris se heurtaient constamment aux planètes qui grandissaient et se formaient à cette époque. 2 planètes peuvent difficilement partager la même orbite exacte car elles ne peuvent pas rester stables. Il s'agit sans doute d'une orbite quasi stable, ce qui signifie techniquement qu'il n'y a pas d'ordre, que tout est instable. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être complètement détendus concernant Tellus, même si la situation n'a pas l'air inquiétante pour le moment. Cela ne veut pas dire que la collision aura lieu tout de suite. Cela peut prendre des milliards d'années.
il existe des éléments appelés points de Lagrange, 5 points spécifiques où la gravitation d'une planète et du Soleil s'annule. Si l'on considère les masses d'une seule planète et du Soleil, les 3 corps peuvent se déplacer dans une orbite prévisible pour toujours. Mais sur ces 5 points, seuls 2 sont stables. Tout ce qui se passe au niveau des 3 autres causera des problèmes. De plus, 2 d'entre eux, L4 et L5, sont des points où les astéroïdes se rassemblent. Les géantes gazeuses en ont des milliers, mais notre planète n'en a qu'un seul, l'astéroïde 3753 Kruitné, et il est en orbite quasi stable avec notre monde. Il ne restera pas stable pour toujours, mais si c'était le cas, 2 planètes pourraient partager leur orbite. Les jours sont un peu plus longs désormais, l'année est plus longue aussi, nous ne pouvons toujours pas nous fixer sur le calendrier car les conditions changent encore, les planètes s'adaptant en permanence à la nouvelle orbite. Le climat est le même pour l'instant, probablement similaire à celui de Tellus, puisque nous orbitons le long du même disque autour du Soleil. Nous avons découvert que Tellus est assez semblable à la Terre et présente des conditions similaires, ce qui signifie que nous pourrions peut-être y vivre un jour. La planète se rapproche du point le plus proche tous les 33 ans, et ensuite elle passe derrière le Soleil. Nous avons donc lentement collecté des données sur ces conditions. Nous envisagions de nous y installer, mais quelque chose d'excitant s'est alors produit. Nous avons commencé à recevoir des messages de l'espace pour la première fois. Ils sont arrivés par radiofréquence dans une langue inconnue. Nous essayons actuellement de déchiffrer ces messages et en même temps de préparer la première visite. Nous pensons que quiconque se trouve là-bas vient en paix. Ils ont fait un long voyage jusqu'à notre système solaire. Aujourd'hui est le jour où nous allons visiter Tellus pour la première fois. Les vaisseaux spatiaux vont arriver d'une minute à l'autre. Ils sont partis il y a 9 jours. Les journalistes sont prêts, les gens applaudissent, les caméras sont allumées. Tout le monde attend. Aujourd'hui, Tellus est à son point le plus proche, mais il ne restera pas là très longtemps, peut-être quelques jours. Donc nous n'avons pas beaucoup de temps pour l'explorer et voir qui s'y trouve. Nous espérons pouvoir leur rendre visite, nous faire de nouveaux amis, collaborer, voyager pour découvrir de nouveaux endroits. Jusqu'à présent, nous avons seulement vu quelques photos que les scientifiques ont prises de loin. Il semble qu'ils aient beaucoup d'eau, puisqu'il y a de nombreuses chutes d'eau et des lacs beaucoup plus profonds et plus larges que les nôtres, cachant peut-être de magnifiques créatures que nous ne connaissons pas. Ils pensent qu'il pourrait y avoir des volcans, peut-être trouverons-nous quelque chose de plus grand que l'Olympus Mons sur Mars, qui est le plus grand volcan que nous ayons trouvé dans notre système solaire, de la taille de l'Arizona et d'un diamètre de 600 km. Tellus a peut-être des vents super puissants, comme Vénus, dont les vents sont 50 fois plus rapides que sa rotation. Qui sait s'il y a de l'eau glacée, la matière qui existe partout dans notre système solaire, notamment dans les cratères ombragés de la Lune et de Mercure. Peut-être que Tellus changera de taille, comme Mercure, qui a des reliefs semblables à des falaises avec des cicatrices de failles relativement petites qui nous font penser qu'elle rétrécit lentement, mais constamment. Tellus abrite peut-être de hautes montagnes comme Pluton, qui n'est pas une planète, mais qui a quand même d'impressionnantes montagnes glacées de 3300 mètres de haut. Quoi qu'il en soit, c'est aujourd'hui que nous le découvrirons. Alors, souhaitons-nous bonne chance. Je voudrais t'emmener dans un endroit qui semble être hors du commun. La vie à l'intérieur de cette grotte a été isolée du monde extérieur pendant environ 5,5 millions d'années. Et cela se voit. Tu peux d'ailleurs t'en rendre compte par toi-même. En raison d'un isolement aussi long, les conditions à l'intérieur de la grotte de Moville sont inégalées sur notre planète. On y trouve un écosystème exceptionnel, même si la lumière du soleil manque cruellement à l'intérieur de la grotte et que l'air y est toxique. La grotte, située à quelques kilomètres à l'ouest de la mer Noire en Roumanie, a été découverte pour la première fois en 1986. Aujourd'hui, on ne peut la visiter qu'avec une autorisation spéciale. De plus, les cavernes centrales sont gardées naturellement par d'étroits tunnels de calcaire et des puits verticaux. Si tu es claustrophobe, tu ferais mieux de ne pas entrer dans cet endroit. Dans les profondeurs de la grotte, l'air contient 2 fois moins d'oxygène que l'air extérieur. En revanche, il renferme beaucoup de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène. Ce n'est donc pas l'air le plus frais que l'on puisse respirer. Il fait également nuit noire à l'intérieur de la caverne. Mais malgré, ou plutôt grâce à, ce cocktail de conditions extrêmement difficiles, le site est une véritable mine d'or pour les biologistes. Il est surprenant de constater que la vie semble y être en plein essor. Lors d'une étude réalisée en 1996, les scientifiques ont identifié 48 espèces, dont 33 étaient propres à la grotte. La plupart des créatures qui peuplent la grotte sont minuscules, avec de longs membres et des antennes qui les aident à se diriger dans l'obscurité. Ces créatures sont incapables de voir et n'ont pas de pigments, et c'est logique.
Pourquoi avoir besoin de voir si l'on vit dans l'obscurité totale? Et pourquoi avoir besoin d'être beau et coloré si personne ne peut vous voir? Je vais maintenant te faire découvrir une autre grotte, qui n'est pas moins étonnante, mais dont l'aspect est très différent. Il s'agit de la grotte des cristaux géants, ou grotte des cristaux, au Mexique. Ces cristaux gigantesques ont été découverts en 2000 par une société minière après que l'eau a été pompée hors de la grotte. 2 mineurs ont vu les cristaux après avoir pénétré à pied dans la grotte asséchée. Ces cristaux impressionnants sont en fait d'énormes piliers de gypse cachés à 300 mètres sous terre. Ils sont ancrés dans les murs et dans le sol de la grotte brûlante. Les scientifiques estiment que les cristaux pourraient avoir poussé pendant un demi-million d'années. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont si longs et si larges que l'on peut marcher dessus. Malheureusement, il est impossible de visiter cette merveille de la nature pour le moment. Mais c'est peut-être mieux ainsi, car la grotte des cristaux est un endroit dangereux qui peut facilement se transformer en piège. Pendant des dizaines de milliers d'années, elle a été remplie d'eau souterraine qui, à la base, a été poussée vers le haut dans l'ouverture par une chambre magmatique située dans les profondeurs de notre planète. Le magma sous la grotte maintenait l'eau chaude, mais la température de l'eau a fini par descendre en dessous de 58 degrés Celsius. En conséquence, l'eau a commencé à se remplir de calcium et de sulfate, dont les particules devenaient petit à petit du gypse. C'est alors que des cristaux de couleur blanche ont envahi la grotte. Et comme ils sont restés sous l'eau, ils ont pu continuer à croître. Il n'est pas nécessaire de s'envoler dans l'espace pour observer un trou noir de plus près. Des scientifiques ont trouvé quelque chose de très similaire au trou noir dans l'océan Atlantique Sud. L'attraction gravitationnelle d'un trou noir est tellement énorme qu'une fois que quelque chose est attiré à l'intérieur, il n'a aucune chance de s'en échapper. Même la lumière ne peut pas sortir d'un trou noir. Les trous noirs océaniques semblent presque aussi puissants que leurs homologues de l'espace. Mais au lieu d'attraper la lumière, ils font de même avec l'eau. Les tourbillons océaniques sont des tourbillons massifs qui tournent à contre-courant. Ils brassent généralement des milliards de tonnes d'eau, et la plupart d'entre eux sont plus grands qu'une ville. Ces tourbillons sont si puissants que rien de ce qui est piégé par eux ne peut s'échapper. Mais le plus effrayant, c'est que tu risques de ne même pas remarquer que tu te diriges vers l'un d'entre eux. Ces choses sont si énormes que tu n'en verras les limites que lorsqu'il sera trop tard. Lorsque les scientifiques ont commencé à explorer les tourbillons océaniques à l'aide de satellites, ils ont découvert les limites de plusieurs tourbillons. Ils ont ensuite réussi à prouver que, mathématiquement, ces tourbillons sont identiques aux mystérieux trous noirs de l'espace. Les tourbillons massifs sont entourés de barrières très étanches, où les fluides se déplacent en boucles fermées. Même l'eau ne peut sortir de l'intérieur de ces boucles. C'est pourquoi les tourbillons océaniques serrés jouent sur le rôle d'énormes conteneurs. L'eau qui s'y trouve peut être totalement différente de l'océan qui entoure un tourbillon. Et je ne parle pas seulement de sa température. La teneur en sel à l'intérieur et à l'extérieur d'un tourbillon est souvent différente. Sur la fine langue de terre de Courlande qui sépare la mer Baltique de la lagune de Courlande, se trouve l'un des endroits les plus étranges de la planète. Les habitants de la région l'appellent la forêt dansante, car les pins de cette forêt ont des formes étonnamment inhabituelles. Ils se tordent en spirale et en cercle le long du sol. Il existe bien sûr des théories pour expliquer ce phénomène. Certains prétendent que d'énormes quantités d'énergie positive et négative se sont jadis affrontées à cet endroit. D'autres, plus terre à terre, pensent que la raison est géologique. Le sol sablonneux de la région est trop instable pour permettre aux arbres de pousser à la verticale. L'idée la plus répandue est que les vents forts soufflant de l'eau influencent la forme des arbres. Quoi qu'il en soit, les experts n'ont pas encore tiré de conclusion définitive. Regarde ces agroglyphes sous-marins. Ils ont été repérés pour la première fois en 1995, près de la côte sud du Japon. Les plongeurs locaux ont appelé ces structures de 2 mètres de large des cercles mystérieux. L'énigme est restée dans les esprits pendant près de 16 ans, jusqu'à ce que le coupable soit enfin démasqué. Imagine la surprise des chercheurs lorsqu'il s'est avéré qu'il s'agissait d'un poisson globe mâle. Le poisson a besoin d'un peu plus d'1 semaine pour construire un cercle, et l'esthétique est évidemment cruciale. Un mâle nage à l'intérieur du cercle, creusant des vallées dans le sable avec ses nageoires. Mais ce n'est pas tout. Les poissons utilisent également des coquillages et des coraux pour décorer certaines parties de leur cercle. Toute cette activité de construction d'un cercle a également une utilité pratique. La façon dont le poisson mâle nage pousse le sable vers le centre du cercle et crée un monticule qui servira plus tard de nid.
Le prochain mystère de notre liste se trouve dans les Caraïbes. Au large des côtes du Belize, il y a un gouffre géant. C'est le Grand Trou Bleu. Il mesure environ 305 mètres de diamètre et plus de 122 mètres de profondeur. Il y a très longtemps, ce trou était une grotte. Mais la montée des eaux l'a rempli et il s'est effondré sur lui-même. Plus on descend dans les eaux cristallines du Grand Trou Bleu, plus il devient sombre. On y trouve des tonnes de grottes remplies de stalactites. Mais il est extrêmement dangereux d'y pénétrer, à moins de vouloir se perdre irrémédiablement. Une fois que tu auras atteint une profondeur de 15 mètres, tu remarqueras que l'eau est scintillante. C'est la ligne invisible qui sépare le sommet salé du gouffre de l'abîme d'eau douce. Il serait peut-être bon de faire demi-tour dès maintenant, car qui sait ce que tu pourrais trouver dans ces profondeurs obscures. Une vieille légende amazonienne parlait d'une rivière si chaude qu'elle bouillait. On pensait qu'il s'agissait d'une simple légende jusqu'à ce que le géoscientifique péruvien Andrés Russo se demande si cette rivière pouvait être réelle. Tous les experts ont réfuté cette possibilité. En effet, les rivières bouillantes chaudes existent bel et bien, mais uniquement dans les régions où se trouvent des volcans. Or, il n'y a pas de volcan dans la partie du pays mentionnée dans la légende. Mais Andrés Russo était trop déterminé pour abandonner. En 2011, il a enfin localisé la rivière des légendes. L'eau qu'elle contenait était effectivement brûlante. Sa température était de 85 degrés Celsius. Pas bouillante, mais assez proche de ce point. Mais ce qui a le plus choqué le chercheur, c'est la taille de la rivière. On pourrait penser que l'eau presque bouillante est le résultat de l'activité d'une source thermale sous-marine. Mais les piscines thermales sont toujours petites, alors que la rivière a une profondeur de 6 mètres et coule sur près de 6 kilomètres. C'est la seule rivière de ce type sur notre planète. Les trous noirs comptent parmi les phénomènes les plus énigmatiques et les plus sinistres de l'univers. Ils peuvent engloutir des étoiles et des planètes entières, déformant l'étoffe même de l'espace et du temps. Mais que se passerait-il si la Terre, notre planète, était prise dans l'horizon des événements d'un trou noir? Que verrions-nous avant d'être anéantis? Nous allons voir ça aujourd'hui. Un trou noir, c'est un peu comme la brute dans la cour de récréation. On l'évite à tout prix. Il s'agit d'une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. C'est comme Houdini à l'envers. Comme les flocons de neige, chaque trou noir est unique. Chacun a une masse, une rotation et une charge particulière. Et il y en a de différentes tailles, un peu comme les jeans. Skinny, slim, décontracté, regular. Enfin, il en existe 4 tailles. Les plus petits sont de masse stellaire. Ils apparaissent lorsqu'une grosse étoile n'a plus de carburant et se replie sur elle-même. Ce sont les chihuahuas du monde des trous noirs. Ils sont minuscules, mais fougueux. Ils engloutissent toute la matière environnante comme un chiot affamé. Et le plus petit d'entre eux est quand même 3 fois plus massif que notre Soleil. Viennent ensuite les cadets de cette famille cosmique, les trous noirs de masse intermédiaire. Ils sont trop gros pour naître de l'effondrement d'une étoile. Les scientifiques pensent qu'ils ont pour origine la fusion de plusieurs trous noirs en un seul. Et même s'ils ne dominent pas les galaxies, ils peuvent tout de même engloutir quelques étoiles voisines. Tant mieux pour eux, hein? Mais sais-tu qui peut dominer une galaxie? Les énormes monstres de notre univers. Les trous noirs supermassifs. Ce sont des géants dont la masse varie entre des millions et des milliards de fois celle de notre Soleil. Ils jouent un rôle crucial dans la croissance et la formation de leur galaxie mère. Enfin, il y a les trous noirs ultramassifs. Crois-moi, impossible d'en imaginer la taille et la masse. Ces terreurs cosmiques sont extrêmement rares. Mais celles que nous connaissons peuvent dévorer des galaxies entières comme Pac-Man. Mais que se passe-t-il donc si l'on s'approche trop près d'un trou noir? Ou plutôt, que verrais-tu dans tes derniers instants? Eh bien, tout d'abord, tu atteindrais l'horizon des événements. C'est une sorte de point de non-retour. Une frontière invisible au bord d'un trou noir. C'est là que les choses commencent à devenir vraiment bizarres. Par exemple, le temps commence à ralentir. Pas pour toi, mais pour une personne qui t'observerait à distance. Si tu tombais dans un trou noir, tu ne t'en rendrais pas compte. Mais si tu regardais quelqu'un d'autre tomber, tu le verrais ralentir et finalement se figer, comme quand une vidéo se surpose. En t'approchant encore, tu commencerais à voir des choses assez stupéfiantes. Sous l'effet de la gravité, la lumière environnante se déformerait, comme dans un miroir de fête foraine.
Tu verrais même un halo de lumière autour du trou noir, un anneau de photons ou des jets de particules à haute énergie s'échappant de ses pôles. Il est possible de s'approcher très près d'un trou noir sans ressentir d'effet majeur. Ce n'est que lorsque tu franchis l'horizon des événements que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu es cuit. Après avoir franchi cette limite, tu ne verras plus rien. Pour la personne qui t'observe de l'extérieur, c'est comme si tu avais soudainement disparu. Parallèlement, tu pourrais commencer à te sentir un peu étiré, un peu comme un spaghetti. En effet, la gravité est si forte qu'elle te tirera dans plusieurs directions à la fois. Il existe même un terme scientifique pour décrire ce phénomène, la spaghettification. Nous aborderons la linguinification dans une autre vidéo. Maintenant que tu es à l'intérieur d'un trou noir, tu vises la singularité. Il s'agit d'un foyer de densité infinie en son centre, où toute la matière est écrasée en un seul point. C'est comme si tu essayais de faire entrer un éléphant dans une boîte d'allumettes. Tout est écrasé jusqu'à ce que tout soit aussi petit que possible. Il est temps de dire au revoir, je suppose. Tout cela te semble effrayant ? Voici un autre fait amusant. Les trous noirs ne sont pas rares du tout. En fait, il y en a un au centre de chaque galaxie, y compris dans notre Voie lactée. Cela signifie-t-il que nous finirons par y être aspirés ? Et si c'est le cas, comment cela se passera-t-il exactement ? Imaginons un trou noir s'approchant de notre système solaire. Au début, il ne s'agit que d'une petite tache au loin. Mais au fur et à mesure qu'il se rapproche, son attraction gravitationnelle commence à faire des ravages. Les planètes commencent à dévier de leur trajectoire, les astéroïdes sont projetés dans tous les sens et les comètes se brisent en 1000 morceaux. Mais les vrais soucis, aussi vrais que sont vrais les saucisses dans un restaurant allemand, vont bientôt arriver. Quoi ? Le trou noir atteindra inévitablement la Terre. Tout d'abord, l'atmosphère de notre planète se verra attirée vers le trou noir, ce qui déclenchera une énorme tempête. Des vagues gigantesques déferleront sur nos océans, l'eau elle-même étant déformée par la force gravitationnelle. Imagine un peu les océans dans cet état. Le champ magnétique terrestre est généré par le mouvement du fer en fusion dans le noyau de notre planète. Or, la force de marée extrême du trou noir perturbera ce mouvement, ce qui affaiblira et déformera le champ magnétique. Tout cela provoquera des tremblements de terre et des éruptions volcaniques de grande ampleur, et la croûte et le manteau de la planète seront déchirés. Nos infrastructures et nos technologies seront complètement détruites. Les bâtiments, les ponts et les routes anéantis. Bien. Appuyons sur le bouton pause. Plutôt terrifiant, n'est-ce pas ? Non, mais ne t'inquiète pas. Tu ne verras rien de tout cela, car tu auras ressenti les effets du trou noir beaucoup plutôt. Voici comment nous perdrions notre champ magnétique avant même que tout ne commence à s'effondrer. Cela signifie non seulement que le climat deviendrait invivable, mais aussi que nous serions exposés à des radiations extrêmes. Ce rayon gamma et la chaleur du trou noir modifieraient radicalement notre planète. Adieu belle nature. Et nous ne serions pas seuls dans notre misère. Encore plus terrifiant que tu ne le pensais, pas vrai ? En engloutissant l'ensemble du système solaire, cette bête dévorerait à peu près tout. L'un des effets immédiats serait la perturbation de l'orbite des astéroïdes, des comètes et de tous les autres corps célestes. Les planètes commenceraient à se déformer et à s'étirer, leur surface prenant l'aspect du métal en fusion. Le Soleil lui-même serait affecté, sa surface se déformant comme une vulgaire boule de pâte à modeler. Et oui, tout cela n'est pas bien réjouissant. Mais maintenant, respire et détends-toi, parce que rien de tout cela n'arrivera jamais. Cette chaîne s'appelle Sympa, tu te souviens ? Tu as plus de chances de gagner un jour au loto que de voir la Terre emportée dans un trou noir. Le trou noir le plus proche de notre système solaire s'appelle Gaia BH1. Découvert par nos scientifiques en 2022, il se trouve dans notre galaxie, la Voie lactée, à environ 1600 années-lumière de la Terre. Gaia BH1 a une masse environ 10 fois supérieure à celle de notre Soleil, ce qui en fait un trou noir de masse stellaire. Il n'est pas très intéressant en soi, mais sa découverte nous a permis d'obtenir des informations précieuses sur le comportement de ces monstres cosmiques. Mais, comme je l'ai dit, il se trouve à plus de 1000 années-lumière de nous. Il se déplace très lentement et ne s'approchera jamais assez pour représenter un danger. Mais n'as-tu pas dit qu'il y avait un trou noir au centre de la Voie lactée ?
Cela ne signifie-t-il pas qu'il aspirera un jour toute notre galaxie? Te demandes-tu peut-être. Ne te fais pas de soucis. La réponse est non. Celui qui se trouve au centre de notre galaxie s'appelle Sagittarius à étoiles. Tu te souviens de cette photo floue qui a fait le tour de l'Internet il y a quelques années? Ce trou noir est en effet très massif et exerce une forte attraction gravitationnelle, comme deux adolescents qui tombent amoureux. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'affecte que les objets qui sont très proches de lui. Les corps dans notre galaxie sont tous trop grands et se déplacent trop vite pour être attirés par des trous noirs. Mais ils n'en sont pas moins extrêmement fascinants à étudier. Les scientifiques tentent toujours de percer leur mystère. Et même s'ils ne seront jamais dangereux pour nous, ils nous rappellent l'incroyable puissance de notre univers. Bien, je crois que je vais maintenant m'intéresser à l'incroyable puissance du chocolat.